que tu vivre dans la modernité, comportement nous tout, dans la société. C'est un code pénal qui est adapté à la réalité sociale et qui englobe tout fait qui a passé dans la société qu'on considère comme fait qui est total, qui est global, qui est normal. Et là, moi, dans l'intervention publique, comme tout vous dit, le code pénal, c'est le code des malandrins. M'a écrit le code pénal haïtien ou la Bible des malandrins. Parce que quel que soit malandrin pour y a, qui doit tuer les gens, ou violer les gens, ou partager l'image de tout nu sur les réseaux sociaux, tout ça proposé pour chercher un verset. Non, Bible ça, que de la Bible, la Bible des malandrins. Principe général, code pénal. Nous pouvons comprendre que le code pénal là, est fini. Féliciter et saluer l'initiative qui prend pour faire de causerie sur mise en application du code pénal là, qui va sans doute entrer en vigueur dans au moins moins que 2 mois, parce que c'est important pour la société à faire débat sur comment ou pas que ça a gagné pour entrer en application. Nous connaissons qu'aucune loi n'est immuable. Toute loi capable de modifier, capable de changer. Et cependant, il faut qu'il fasse pour créer des régimes politiques. Et nous sommes un pays qui est vraiment en retard dans la question de modernisation et loyaux. Par exemple, les pays de l'Amérique latine, ça fait presque de 20 ans qu'ils font réforme pénale. Parce que la réforme pénale, qui ça le fait, il visait justement à réduire l'illégalité. Il visait pour moderniser la société. Et la réforme pénale là, c'est lui-même qui prend la société moderne par rapport avec le climat que nous gagnons aujourd'hui. Donc, mais malheureusement, nous-mêmes en Haïti, nous gagnons des codes qui datent depuis bien longtemps, aujourd'hui, qui méritaient modifier, mais c'est comment modification est faite ou bien comment révision est faite. Moi-même, premièrement, je félicite le travail qui est fait pour la réforme pénale la fête. Parce que aujourd'hui, notre société a évolué. Il faut que le loyaux réponde avec le climat de la société. Il faut que le loyaux réponde avec la philosophie de la société d'aujourd'hui. Et il faut que le loyaux réponde tout avec la sociologie de la société que nous avons aujourd'hui. Donc, nous félicitons le travail que le CNH a fait pour faire des forums, faire des causeries sur le code pénal là. Nous-mêmes, comme conseillers au CSPJ et surtout représentants de la société civile dans le CSPJ, nous félicitons ce travail et nous-mêmes nous gagnons des préoccupations. Nous gagnons des préoccupations quant à la mise en application des nouveaux codes pénals parce que pour le code de la terre entrer en vigueur dans le mois de décembre notamment et gagner des exigences même code de la terre pour entrer en vigueur. Et disposition finale code de la fait des exigences avec le ministère de la Justice pour lui faire mise en place pour code de la entrer en vigueur. Par exemple, pour le ministère de la Justice faire formation pour acteurs, pour des magistrats, pour des greffiers, pour des huissiers, tout acteur de système, non, même pour la police, il faut qu'il y ait une formation qui est faite. Et je dis qu'on ait une formation qui est faite justement pour la mise en application des nouveaux codes. Deuxième bagaille, il faut qu'il y ait des lois d'accompagnement ou bien des lois d'encadrement, notamment pour la réorganisation des paquets. Donc je dis, le code là pas capable d'entrer en vigueur si pas gagner une loi cadre qui accompagne pour question paquet. Si le code d'entrée en vigueur, jeune y a là, pas gagner de loi d'accompagnement qui organise le paquet aujourd'hui, bon, nous allons tomber dans un imaginaire juridique. Donc, on va vraiment connaître qui ça, le commissaire du gouvernement ou bien paquetier, on va vraiment connaître qui ça peut faire. Deuxième bagage qui est important, c'est la loi cadre qui réorganise la justice. Donc, jusqu'à présent, nous ne pouvons pas gagner une disposition. Donc, même, je pense que c'est une très bonne chose pour nous moderniser le pays par rapport avec le royaume, mais nous ne pouvons pas être capables d'entrer dans une dynamique d'entrer en application du nouveau code pénal sans toutefois, le ministère de la Justice, le gouvernement, prend toute disposition code pénal là exigé pour nous prendre la disposition finale. Est-ce qu'au niveau du CSPJ, nous sommes sensibiliser l'autorité? Évidemment, et nous travaillons sur ça. Nous disons, mais ça, disposition finale l'a dit, et nous pensons que sont conditions sine qua non pour l'autre en vigueur. Nous voyons tout le monde à la disposition finale code. Il y a pour un ensemble de conditions que le code l'a exigé même, code exigé pour entrer en vigueur. Donc si le gouvernement n'a pas fait rien pour répondre avec obligation, ça code l'a fait.
pour entrer en vigueur. Malheureusement, code là, des possibilités pour entrer en vigueur. Mais tu as une précision sur l'entrée en vigueur code là. Est-ce que de fait, dans 2 mois, code là rentre en vigueur, bien supposé qu'il y ait une décision finale plutôt au niveau du gouvernement? Si écoutez, depuis sous Jovenel Moïse, il était 24 mois pour entrer en vigueur. Malheureusement, Jovenel Moïse n'est pas d'entrer en vigueur sur lui, parce que gagner de loi d'accompagnement, c'est le Parlement qui loi ça. Pour loi pour organiser paquet, loi pour organiser le système judiciaire, loi pour organiser questions pénitentiaires, etc. C'est le Parlement qui prend. Loi qui fait assistance légale par le Parlement, malheureusement par le Parlement. Et l'exécutif capable justement de procéder par décret, mais jusqu'à présent, il y a une loi qui c'est déjà, on va prendre un décret pour entrer, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a une institution là qui est absente, qui est vraiment importante dans ça, c'est le Parlement, qui va exister aujourd'hui, malheureusement. Et là, comment concevoir une démocratie sans Parlement? C'est vraiment malheureux. Donc, je dis, nous pensons qu'il faut que le gouvernement réponde avec l'obligation qu'il y a gagné par rapport avec le code là, par rapport à la disposition finale code là, qui dit mais 1, 2, 3, 4, mais qui ça pour faire comme mise en place pour conduire en vigueur. Si même le gouvernement n'est pas prêt pour prendre toute disposition, pour appliquer à la lettre les dispositions finales du code, malheureusement, on ne peut pas avoir en vigueur. C'est un honneur pour moi, un plaisir de vous adresser à l'occasion de cette cérémonie de lancement officiel du projet Cartographie de la diaspora haïtienne. En tant que directeur de projet, permettez-moi de vous témoigner les tenants et aboutissants de ce projet Cartographie de la diaspora haïtienne. D'abord, d'où est venue cette idée de projet? Le projet de cartographie de la diaspora haïtienne. Il faut dire qu'au niveau de l'unité d'études et de programmation du MAP, au cours de l'exercice 2017-2018, on avait réalisé un colloque sur les populations haïtiennes laissant le pays pour différentes causes. Et sans prétendre à l'exhaustivité, on avait retenu les traits suivants comme caractéristiques de la diaspora haïtienne. Premièrement, cette diaspora, elle est importante en nombre. Et parmi les estimations, si nous s'en tient à celle proposée par l'historien Georges Anglade, datant de 2006, cette population avoisine 2 à 4 millions de personnes. Deuxièmement, cette diaspora, elle est hétérogène et dispersée. Cette hétérogénéité, ou encore cette dispersion, il faut la comprendre à partir des vagues d'émigration des Haïtiens et Haïtiennes. Si l'on remonte à l'histoire, au début du XXe siècle, on a eu une première vague. Et la destination principale, c'était la République dominicaine et Cuba. Maintenant, on va avoir une deuxième vague sous le régime des Duvalier. Et la destination, pour les destinations, c'était les États-Unis, le Canada et la France. On a connu également une troisième vague d'émigration. Cette troisième vague, on va avoir une émigration pour à la fois des causes économiques, mais pour des raisons diverses comme les études. Et au final, si l'on veut tenir compte de la réalité actuelle, on pourrait considérer une quatrième vague liée au programme Humanitarian Power. Au-delà de ces vagues, le point central, c'est que les différentes émigrations réalisées au cours de l'histoire d'Haïti nous ont permis de déceler une manque. Il y a un manque sur la vision commune, sur la motivation, sur les stratégies de cette diaspora
en vue de s'impliquer dans la reconstruction et le développement du pays. Donc, au-delà de ces caractéristiques, il y a un point central, c'est qu'il n'y a pas une vision claire, une vision commune de cette diaspora en vue de s'impliquer dans la reconstruction et le développement du pays. Maintenant, il y a un autre trait qui caractérise la diaspora haïtienne, c'est que cette diaspora, elle constitue un support indispensable à la fois aux familles haïtiennes, mais également au développement du pays. Je dirais à la vie économique. D'abord, il y a les fonds, les transferts réalisés annuellement qui avoisinent 2,1 milliards de dollars. Cependant, au-delà de cette importance de la diaspora haïtienne, eh bien, cette diaspora n'arrive pas à s'impliquer réellement dans le pays. Donc, c'est un paradoxe. Il y a une importance de la diaspora à la vie économique, mais les mécanismes d'intégration, les mécanismes d'implication de cette diaspora font défaut. Et c'est pourquoi l'importance de ce projet de cartographie de la diaspora haïtienne. Donc, on a vu, il y a l'idée de projet. Maintenant, pourquoi un tel projet au niveau de l'unité du MAV?